laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. La 6e cohorte du service national des jeunes a été présentée ce matin au drapeau. Ils sont 1539 jeunes fonctionnaires de l'État et des collectivités. Ces jeunes fonctionnaires ont suivi 6 mois de formation dans le domaine militaire, le civisme et la citoyenneté. Devant le chef suprême des armées, ils se sont engagés à servir la nation avec honneur, discipline et dévouement. C'est parti pour les activités de la 8e édition du Salon de l'Habitat de Bamako 2025. Le thème est résilience face aux crises urbaines, un thème qui met en exergue le rôle des acteurs sociaux et autres partenaires dans la conception et la mise en œuvre de politiques publiques urbaines durables. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les stations sont bien approvisionnées en carburant, les prix à la pompe sont respectés. Une mission conjointe, Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, l'Office malien des produits pétroliers et la Direction générale de la géologie et des mines a fait le constat dans certaines stations. Les dispositions sont prises pour encadrer la vente du liquide précieux. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a lancé ce matin à Koulikoro la campagne nationale spéciale de vaccination et de marquage contre la peste de petits ruminants 2025-2026. Plus de 15 millions de petits ruminants seront touchés par cette opération. Le gouvernement bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale. Très heureuse de vous retrouver, vous servir est un réel plaisir. Merci de renouveler votre confiance à la grande édition de ORTM1. Bonsoir et bienvenue à tous. 1539 jeunes fonctionnaires de l'État et des collectivités sous le drapeau. Ils constituent la 6e cohorte du service national des jeunes, parmi lesquels on note 521 femmes et 44 personnes vivant avec un handicap. Cette cohorte est le symbole d'une jeunesse plurielle formée durant 6 mois à la rigueur militaire, à la conscience civique et à la compétence professionnelle. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans la cour du génie militaire traduit la volonté du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de doter le Mali d'une jeunesse disciplinée, patriote et prête à défendre les valeurs républicaines. Suivons le cérémonial avec Garibou Pérou. À la place d'armes du génie militaire arrive le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. À son arrivée, il est accueilli avec les respects dus à son rang par le Premier ministre et le président du Conseil national de transition. Au loin, les premières mesures de l'hymne national s'élèvent dans le ciel. Le président Goïta s'immobilise pour saluer les couleurs dans un geste de respect profond à l'égard des symboles de la République. Dans la continuité, il passe en revue les troupes. 1539 fonctionnaires de l'État et des collectivités, désormais unis par l'expérience commune du service militaire obligatoire. Le chef de l'État observe avec une attention minutieuse les tenues impeccables, des chaussures jusqu'à la coiffure, traduisant la rigueur et la discipline acquise. Son parcours le mène jusqu'à la ligne d'honneur. Excellence, monsieur le président de la transition, chef de l'État,
suprême des armées. Les honneurs vont être rendus respectivement par la musique principale des armées, le drapeau qui s'engage, une section de la protection civile, une section de la police nationale, une section de la gendarmerie nationale, une section du génie militaire, une section de la garde nationale, une section de l'armée de l'air, une section de l'armée de terre, 12 sections de recrues de la 6e corps du service national des filles, l'ensemble commandé par le colonel Nabolokone, commandant des troupes. Mettez-moi. Depuis la tribune officielle, le président Goïta assiste pour ainsi dire à un ballet militaire. La 6e cohorte répartie en 2 formations se rassemble en une seule entité. Cette fusion n'est pas un simple regroupement, elle incarne la devise nationale, un peuple, un but, une foi. Dans ce tableau presque chorégraphique s'élève un chant spécialement dédié à cette 6e promotion. Porté par des voix pleines de ferveur, il célèbre les valeurs sociales, morales et patriotiques. À l'issue du défilé, le président Goïta prend la parole pour saluer la bravoure et la discipline de cette jeunesse qui, en dépit de la diversité de ses origines personnelles, partage un même idéal, servir la nation avec honneur et dignité. La présentation au drapeau national de ces jeunes recrues, après 6 mois de formation intense à la défense nationale, au civisme et surtout à la formation professionnelle, est tout un symbole. Et pour rappel, le programme de formation s'inscrit surtout dans notre volonté de disposer d'une jeunesse bien formée aux valeurs civiques, c'est-à-dire une jeunesse qui a le sens de la discipline, une jeunesse qui a le sens du patriotisme, une jeunesse qui a le sens de la responsabilité, du goût de l'effort, du don de soi et surtout de la loyauté envers son pays. Et aussi, c'est de notre volonté de disposer d'une jeunesse aguerrie, efficace, pouvant être mobilisée pour les besoins de la défense nationale. 1539 recrues renforceront davantage la réserve stratégique mise à cet effet. Donc, nous voudrons aussi dire que l'avenir d'un État se construit à travers sa jeunesse et l'apport de la jeunesse est une condition indispensable pour tout développement socio-économique et culturel d'un pays. Raison pour laquelle nous devons travailler afin que cette jeunesse soit le porte-flambeau du changement tant voulu par le peuple malien. J'ai bien compris les salutations du ministre de la Jeunesse et des Sports et je voudrais profiter de la même occasion de les féliciter et féliciter tous ses collaborateurs pour leur engagement constant pour la réussite de cette formation. Et je voudrais aussi lui retirer mon soutien et le soutien total du gouvernement pour l'atteinte de la mission qu'il a été assignée. Enseignants, chercheurs, médecins, agents des eaux et forêts, douaniers, contrôleurs, tous issus de parcours différents mais désormais unis par une mission commune, le développement du pays. Le président Goïta, fidèle à sa vision, a placé la jeunesse au centre de ses priorités, convaincu qu'elle constitue le socle sur lequel s'est bâtie la refondation nationale. Le service national stratégique des jeunes est un pilier stratégique que nous devons davantage conforter. C'est dans ce cadre que pour les besoins de refondation de notre pays. Et c'est dans ce cadre que cette formation a été instituée une fois de plus et élargie. C'est pour vraiment mettre en œuvre tout ce qui est les besoins de refondation conformément à la vision du Mali. Et j'en suis sûr et certain que ces jeunes fonctionnaires sont maintenant aptes à servir avec loyauté et dévouement pour le bien-être de nos populations, aussi surtout pour les besoins de la défense nationale. Et je les fais confiance, je les exhorte à faire toujours preuve de leadership, preuve d'engagement et surtout preuve de discipline et surtout de ponctualité au service dont ils seront déployés. Et désormais, le peuple malien compte sur eux, raison pour laquelle chaque jour, il doit faire preuve de sens de devoir, preuve de rigueur, preuve de détermination pour non seulement la défense de la patrie,
et surtout pour le bien-être de nos populations. C'est de ça qu'il s'agit et je les souhaite bon vent et bon courage pour leur carrière. Gagner la confiance du président et plus encore celle du peuple exige une préparation à la fois morale et physique. Pendant 6 mois, la 6e génération des fonctionnaires a suivi une formation exigeante marquée par le courage, l'endurance et le sens du devoir. Aujourd'hui, fort de cette expérience, ils regagneront leurs services respectifs avec pour mission d'être des exemples vivants de rigueur, de loyauté et d'excellence. Et bonne chance à eux. Dans leur discours, le ministre en charge de la construction citoyenne, le directeur du SNJ et le président de l'AMA SNJ ont salué la reprise du service national des jeunes, car il s'agit selon eux de doter notre pays de cadres responsables, capables de relever les défis du développement. Le ministre Fomba a aussi sollicité le soutien du chef de l'État pour accroître les capacités d'accueil du service. La synthèse des discours avec Ari Matina. S'ils étaient au début 1565 éléments, aujourd'hui, à travers cette cérémonie de présentation au drapeau national, ils sont 1539 jeunes issus de la 6e cohorte du SNJ à boucler avec succès leur formation militaire, civique et professionnelle obligatoire durant 6 mois au centre d'instruction de Bafo, cela sous la gestion de la direction du service national des jeunes. Cette cohorte de fonctionnaires que vous avez devant vous est composée du reliquat des précédentes cohortes n'ayant pas accompli son service militaire obligatoire au nombre de 4, de 1397 admis à la fonction publique de l'État, de 94 enseignants-chercheurs et de 44 personnes vivant avec handicap. Le service national des jeunes se positionne aujourd'hui comme un outil indispensable à l'éducation citoyenne et patriotique de la jeunesse dans toutes ses dimensions. En effet, un changement qualitatif dans les attitudes physiques et morales des recrues après leur séjour au centre d'instruction demeure tangible. Et malgré les rigueurs de la formation, il est bon de préciser que les éléments développent à Bafo un esprit de corps sans égal. C'est l'occasion de rappeler une fois de plus le besoin urgent de construction du centre d'instruction et du siège de la direction du service national des jeunes. La réalisation de ces infrastructures constitue aujourd'hui l'une de nos préoccupations majeures. Loin d'être une simple formalité administrative, le service national des jeunes se veut un véritable creuset d'apprentissage, une école de civisme, de la rigueur au service de la nation. Un des partenaires privilégiés du SNJ, l'amicale des anciens du service national des jeunes AMA SNJ, salue la relance du service de la part des plusieurs autorités pour l'édification d'un Mali plus fort et plus solidaire. Cette cérémonie consacre des semaines d'efforts intenses, de discipline, de rigueur et de dépassement de soi vécus au centre de formation de Bafo. L'amicale des anciens du service national des jeunes AMA SNJ salue les efforts constants du gouvernement et de la direction générale des SNJ. Nous réaffirmons notre engagement à accompagner cette dynamique à travers la valorisation des anciens par le partage d'expériences et le mentorat, le soutien de l'intégration et la performance professionnelle des nouvelles cohortes et la promotion des valeurs citoyennes et républicaines dans les administrations et les communautés. La formation qui s'achève aujourd'hui illustre pleinement le rôle structurant du service national des jeunes dans la construction de citoyens modèles. Elle contribue également à renforcer l'employabilité des jeunes non fonctionnaires à travers des modules de formation professionnelle adaptés. C'est pourquoi je me permets, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de solliciter une fois de plus votre appui personnel pour augmenter les capacités d'accueil du SNJ. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le carburant de la jeunesse, c'est vous et nos vaillants braves forces armées, nos FAMA, que nous remercions pour leurs efforts incommensurables. La jeunesse est une force légitime et nécessaire pour relever nos défis et écrire une histoire qui parle à toutes les générations. Chers recrues, en m'adressant à vous, je tiens à vous féliciter pour votre engagement et votre transformation. Lors de notre dernière rencontre, vous étiez encore novice, mais depuis le 25 février 2025, vous avez appris à vivre en soldat, à intégrer les valeurs du service et à faire corps avec l'esprit républicain. On vous a enseigné des savoirs et des attitudes essentielles à une vie de citoyen engagé
et de fonctionnaires modèles. Ces acquis ne doivent pas rester au camp. Faites-en les fondements de votre action dans l'administration. À travers la relance, le SNJ est devenu désormais un instrument stratégique de refondation à travers la formation militaire, civique et professionnelle des jeunes cadres et agents de l'État. Parmi les 1539 jeunes fonctionnaires, un trio s'est fait distinguer avec les moyennes les plus élevées. Le major de la promotion est Daouda Koulibaly. Il est un médecin. Il a obtenu une moyenne de 17,21. Daouda Koulibaly est suivi respectivement de Moustapha Kouné et Moussa Bengali. Ce trio est le symbole de l'unité et de la cohésion. Tamsir Diabaté les a rencontrés pendant la cérémonie. On regarde. Il a troqué la blouse blanche pour le treillis vert. Le médecin spécialiste en chirurgie fait partie de cette nouvelle génération de fonctionnaires engagés, admis à la fonction publique avec une moyenne de 15,33. Il vient de couronner avec brio 6 mois de formation intense au centre de Bafo, au sein de la 6e cohorte du service national des jeunes. Le voilà Daouda Koulibaly, major de promotion de la cohorte du service national des jeunes. Soldat de deuxième classe, Daouda Koulibaly, numéro matricule 0099 71, première brigade, première compagnie, première section, CI, SNJ, Bafo, major de la promotion. Mes devoirs, Monsieur le Président de la transition. S'il vous plaît, avec une moyenne exceptionnelle de 17,21 et face au drapeau, à la nation et au chef suprême des armées, le général Assimi Goïta, il incarne l'excellence, le mérite, mieux l'espoir d'une jeunesse engagée au service de la nation. Aux côtés de ses camarades, il forme un bloc, symbole d'unité, de discipline et d'engagement, des jeunes debout pour leur pays. Ces désormais citoyens modèles chantent de Mali dans une posture fière et résolue. Patriotisme, dignité, honneur. Un appel clair à l'unité nationale lancé autant aux gouvernants qu'aux gouvernés. Le médecin chirurgien diplômé de la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Bamako, Daouda Koulibaly, entend écrire une nouvelle page de l'histoire du Mali, une page faite de sacrifices, de services et d'engagement. Moi, c'est le Mali. Alors tout ce qu'on fait et tout ce que je fais, donc c'est pour l'honneur de la patrie et pour la souveraineté de la patrie du Mali. Nous sommes tous prêts. Donc si demain il parvenait que l'armée fasse appel à la 6e promotion, nous sommes prêts à aller combattre partout sur le territoire national. Ses pairs comme ses formateurs parlent d'un homme de devoir, patriote convaincu, meneur par exemple. À ses côtés, Moustapha Kouné, agent des eaux et forêts, 2e de la promotion avec une moyenne de 17,15. Et Moussa Bengali, enseignant-chercheur, 3e avec 17,6. Et tous saluent en lui le sens et la responsabilité de l'esprit de cohésion. Daouda, il a fait preuve de bon sens. Donc avec son courage, sa détermination, vraiment il a montré de quoi il est capable. Dans l'avenir, il peut faire de grandes choses pour le pays, pour la nation et pour les futures générations qui vont venir. Nous avons tout voulu être à sa place. Avec son courage, sa persévérance et sa détermination, il mérite. Un élément très dévoué. Il a une mémoire photographique parce que de par les différents modules enseignés, c'était quelqu'un qui était très dévoué vraiment dans le contexte de l'apprentissage. Donc il avait pratiquement tous les modules en tête. Et si l'histoire retenait d'ores et déjà le nom de Daouda Koulibaly comme l'incarnation d'un Mali debout, uni et souverain, dans un contexte de refondation nationale, et que dire de cette fierté silencieuse, mais palpable qui traverse les couloirs du ministère de la Santé.
que c'est vraiment un sentiment de fierté, de savoir que vraiment la santé, sous le leadership du président de la transition Assimi Goïta, est en train d'aller plus haut, plus loin et plus fort. Donc avec le recrutement de près de 200 agents de santé, certes c'est pas beaucoup, mais si c'est des agents de santé de qualité, ça va renforcer les ressources humaines déjà sur place et ça va nous faciliter le travail sur le terrain. Dans un Mali en quête de repères, le service national des jeunes ne forme pas seulement des citoyens, il façonne des bâtisseurs d'avenir avec des figures comme Daouda Coulibaly. C'est toute une génération qui se lève, fière, unie et prête à raviver la flamme des valeurs oubliées. Le renouveau ne s'annonce pas, il se construit au pas cadencé. Bravo à Daouda Coulibaly et bon courage pour la suite. Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre a présidé tout à l'heure les activités de la 8e édition du Salon de l'Habitat de Bamako, Sahaba. Le chef du gouvernement est convaincu que le logement est le socle de la dignité humaine, le creuset de la stabilité sociale et le levier du développement économique. Le général de division Abdoulaye Maïga a par ailleurs déclaré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour faciliter l'acquisition des logements par les Maliens. L'ambassadeur de la Turquie et pays invité d'honneur de cette édition a promis l'expertise de son pays dans le domaine de l'habitat. Le reportage est de Mamari Koni et Aliou Touri. Le salon de l'habitat de Bamako, Sahaba, est désormais perçu comme une vitrine pour notre pays, un laboratoire d'idées, un catalyseur de partenariat et un incubateur de projets. Pour la cérémonie d'ouverture de cette 8e édition, la salle des banquets du Centre international des conférences de Bamako a fait salle comble. Les activités de cette édition se tiennent autour du thème « La résilience face aux crises urbaines ». Le Sahaba 2025 se veut être un cadre d'échange utile, mais aussi d'engagement concret. Nous voulons identifier des pistes réalistes, renforcer les liens entre les acteurs publics et privés et surtout poser les jalons d'une nouvelle approche du logement plus inclusive, plus verte et plus humaine. Car face aux crises, notre véritable force réside dans la résilience de nos communautés, la solidarité de nos institutions et la détermination de nos bâtisseurs. Je peux affirmer que notre engagement ne se limite pas qu'à la promotion immobilière. Il s'agit avant tout d'une mission sociale et économique fondée sur la conviction que chaque famille mérite un abri sûr et digne. C'est dans cet esprit que l'APIM a initié le programme de 10 000 logements économiques avec l'appui du gouvernement et des institutions financières partenaires. Mais nos ambitions vont plus loin. Nous appelons à la digitalisation du foncier pour mettre fin à l'insécurité juridique. Nous demandons le renforcement de la production et l'utilisation de matériaux locaux afin de bâtir avec ce qu'on a et par nous-mêmes. Les participants à cette édition sont venus du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Maroc, de la Mauritanie, du Mali et de la République de Turquie, pays invité d'honneur. L'ambassadeur de ces pays au Mali a salué l'excellence des relations entre nos deux pays dans plusieurs domaines comme la sécurité. La capacité et l'expertise du secteur privé turc dans les domaines de la construction et de l'immobilier est mondialement reconnue. Je suis fier de dire qu'il n'y a aucun projet de BTP que les compagnies turques ne puissent réaliser. Les grands ouvrages, comme les aéroports, comme les ports maritimes, les autoroutes, les chemins de fer, les barrages, les centrales énergétiques, les sites urbains, les logements sociaux ont tous été réalisés avec succès par des compagnies turques dans des pays africains. Au nom du président de la transition, chef de l'État et président de la Confédération des États du Sahel, AES, le Premier ministre a souhaité la cordiale bienvenue à tous les participants. Pour le chef du gouvernement, ces rendez-vous désormais incontournables s'inscrivent dans une dynamique de réflexion, d'innovation et d'action face aux défis majeurs du moment. Le logement, comme vous le savez, est le socle de la dignité humaine, le creuset de la stabilité sociale et le levier du développement économique. Pour sa part, le gouvernement de la République du Mali est fermement convaincu que le logement n'est pas un luxe, mais un droit fondamental et résolument engagé pour la promotion d'un habitat digne, accessible et adapté aux réalités de notre pays à travers le ministère en charge de l'habitat. Ainsi, pour réaffirmer cet engagement, il a adopté en 2014
la politique nationale de la ville afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de garantir un développement durable des centres urbains ainsi que les zones environnantes. Aussi, la Constitution du 22 juillet 2023, sous le leadership du président de la transition, a énoncé en son article 10, je cite, « L'éducation, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, la protection sociale, l'alimentation et l'accès à l'eau constituent des droits reconnus. » Fin de citation. Par ailleurs, le président de la transition, dans la lettre de cadrage du 27 novembre 2024, a invité le gouvernement à focaliser sa mission sur un certain nombre de questions, dont la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. C'est dans ce cadre que le plan d'action 2025-2026, élaboré par le gouvernement et adopté par le Conseil national de transition, lors de sa session du 16 au 19 mai, a prévu la création de conditions favorables pour un meilleur accès au logement. À ce titre, il est prévu, entre autres, l'immatriculation systématique des parcelles pour environ 60,750 milliards de francs CFA, la clôture des registres fonciers des titres provisoires, la vulgarisation de la loi domaniale et foncière pour 950 millions de francs CFA, l'opérationnalisation des guichets uniques du foncier, la constitution de 429 hectares de réserves foncières, la réalisation de logements sociaux, l'achèvement et la mise à la disposition des populations de 2789 logements sociaux, dont 800 à l'intérieur du pays. Selon le Premier ministre, le thème de cette édition est un appel et une alerte sur les vulnérabilités croissantes de nos territoires urbains. C'est pourquoi nous saluons la tenue de ce salon, qui offre un espace de dialogue entre les acteurs publics et privés, les chercheurs, les promoteurs immobiliers, les institutions financières et les citoyens. Un espace où se croisent les idées, les expériences et les solutions concrètes pour répondre aux besoins croissants en logement, améliorer la gouvernance foncière et renforcer la chaîne de production et de l'habitat. Au programme de cette 8e édition du Sahaba, des expositions, des conférences, débats et des rencontres B2B, le gouvernement malien attend des propositions de mécanismes de financement innovants, des guides de planification d'action pour la résilience urbaine avec un objectif commun, garantir à chaque Malien un toit sûr, salubre et durable. La visite des stands d'exposition par le Premier ministre a mis fin à cette cérémonie d'ouverture du Sahaba édition 2025. Vous avez suivi hier sur cette même antenne le reportage sur la signature de convention entre la Sorem SA et une société américaine Flagship Goldcorp, une cérémonie qui consacre la reprise des activités de production au niveau de la mine d'or de Morila. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du nouveau code minier, son contenu local. Il s'agit de mettre en place des mécanismes de contrôle afin que l'or profite aux Maliens. Je vous invite à suivre des extraits des ministres en charge des mines et celui des finances. Ils sont interrogés par Mamadou Fani. Les réformes engagées sous le leadership du président Assimi Goïta ont eu pour objectif de faire en sorte que l'État du Mali puisse se positionner pour reprendre en main le secteur minier, tout en faisant une place importante aux investisseurs qui viennent dans notre pays, parce que nous sommes animés par cet esprit gagnant-gagnant. Dans le même temps, conformément à la volonté du peuple malien, le chef de l'État a décidé la création de la Sorem, société d'État. La Sorem est très jeune, mais elle détient déjà un certain nombre de portefeuilles qui lui permet vraiment de jouer dans la cour des grands. Elle est aussi dirigée par des jeunes très compétents. Et donc, ce premier partenariat de la Sorem que nous scellons aujourd'hui, donc pour moi, d'une importance capitale. Je voudrais donc engager les deux parties à travailler dans un esprit de franchise, dans un esprit donc de partenariat gagnant-gagnant, dans le respect total des engagements, mais aussi des dispositions du Code minier de la République du Mali. Je suis convaincu que les retombées seront importantes à la fois pour les partenaires, pour la commune de Sanso, la région de Bougouni et pour tout le Mali. Quand nous avons décidé de faire des audits dans le secteur des mines, avec des recommandations qui sont issues, notamment renégocier des contrats
et faire un nouveau code, faire un texte sur le contenu local, créer la SOREM. C'était des actes très très forts, ambitieux, et il fallait être sûr et convaincu des résultats que nous pouvons avoir. Cela nous a permis de discuter, de renégocier et de rééquilibrer et d'obtenir un partenariat gagnant-gagnant dans le respect de tous les textes réglementaires en vigueur au Mali, notamment le code de l'environnement, le code minier et tous les textes subséquents, fiscalité, douane, etc. La mine de Morila, la mine de Yatela et d'autres mines sont tombées dans le portefeuille de la SOREM. Et SOREM devait tenir ces mines dans un état d'exploitation timide. Donc ce qui lui coûtait cher. La signature de ce document permet à la SOREM de se rendre compte elle-même que cela a été une bonne chose, de croire en la SOREM. Les premiers investisseurs de Morila n'ont pas été à la hauteur. Et aujourd'hui, nous avons un investisseur qui s'engage à régler tous les problèmes environnementaux qui sont créés dans la zone, sous la surveillance de l'État et la supervision de SOREM. En plus de cela, les travailleurs, ils ont dû attendre. C'était difficile. Les fournisseurs qui ont des dettes ont dû attendre. C'était difficile. Aujourd'hui, la zone et les permis satellites ont plus de 2 millions d'onces. L'once aujourd'hui est à 3885 $. Vous multipliez 3885 par 2 millions d'onces. C'est plus de 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires globalement attendu. Donc c'est un partenariat qui va permettre non seulement à la SOREM de participer au capital, également de participer à la direction et également de bénéficier de toutes les retombées pour pouvoir se relancer. Il y a un droit d'entrée qui est payé de plus de 20 milliards qui permettra à la SOREM de bien s'équilibrer. Il y a des dépenses pour la réhabilitation de la mine, pour la mise en capacité de la mine qui seront totalement prises en charge par le partenaire. Et il y a également le partenaire qui s'engage à payer et à respecter les textes réglementaires, notamment la loi sur le contenu local, le code minier et les engagements consignés dans le protocole. La récompense du mérite, ainsi pourrait-on qualifier cette cérémonie empreinte d'émotion. L'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga a reçu ce matin le premier trophée du prix annuel pour la promotion de la paix au Mali. C'est à l'occasion de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Ce trophée vient ainsi récompenser sa dédicace pour la paix au Mali à travers notamment son travail à la tête de la Commission nationale de rédaction de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. La cérémonie de remise s'est déroulée sous la présidence du ministre en charge de la réconciliation en présence de plusieurs collègues, amis et parents du récipiendaire. Le nouveau promu s'est dit ému et fier de cette reconnaissance qui est le couronnement d'une œuvre collective de l'ensemble des membres de la commission. Les détails de la cérémonie avec Alousseni Touré. Ousmane Issoufi Maïga est assurément un géant, au propre comme au figuré. Avec son mètre 87, il a l'allure d'un sportif de haut niveau. Mais le sport, il l'a dans le cœur et s'y est d'ailleurs essayé comme dirigeant du Stade malien, son club de cœur, et plus tard ministre des Sports. Partout où il est passé, l'homme y a laissé des traces indélébiles qui font qu'on pense à lui dès qu'il s'agit d'une tâche gigantesque. Et c'est tout naturellement que le président de la transition a pensé à lui quand il a pris la décision d'internaliser le processus de paix intermalien. Assisté d'une quarantaine de membres, Ousmane Issoufi Maïga a su être le meneur qui gagne.
Il a en effet doté notre pays d'un instrument exceptionnel de gestion des conflits qui sera un référentiel unique dans ce domaine au Mali. C'est justement pour toutes ces raisons que le gouvernement a pensé à lui pour ce premier prix de la promotion de la paix au Mali. Un prix inédit octroyé dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation. Quel honneur et quel privilège pour moi de recevoir ce matin des mains de Monsieur le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale au nom du gouvernement de la République du Mali, au nom de la République reconnaissante de notre pays. De ce premier prix pour la promotion de la paix au Mali. Ce prix, naturellement, est décerné à M. Ousmane Issoufou Maïga à travers la Commission nationale de rédaction de la Charte nationale pour la paix. En effet, l'initiative de l'appropriation de la paix et la réconciliation au Mali est de son Excellence le Président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État. C'est la première fois dans le Mali moderne qu'une telle charte soit écrite par des Maliennes et des Maliens, sans interférence extérieure. Et le département central, chargé de la paix et de la cohésion nationale, le ministère de la Réconciliation, a eu cette initiative heureuse au nom du gouvernement de la République du Mali de décerner ce prix à l'ensemble des membres de la commission de rédaction de la Charte nationale et de ceux qui avaient projeté cette initiative, le dialogue intermédiaire, tous les membres du dialogue intermédiaire. Fierté et honneur sont également les mots du ministre Ouagué. Le patron du département en charge de la réconciliation a dit que le travail accompli à la tête de cette commission permettra de restaurer la confiance entre Maliens dans le cadre de la réconciliation. Ce prix pour la promotion de la paix au Mali, institué dans le cadre de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation, est une distinction d'une portée nationale et mémorielle. Il vise à rendre hommage à celles et à ceux qui, par leur engagement, leurs gestes et bravoure, ont contribué de manière tangible à la construction d'un Mali apaisé, uni et solidaire. Le trophée que nous venons de remettre au Premier ministre Issoufou Maïga aujourd'hui est une œuvre unique, façonnée de la main en bronze poli et doré, reposant sur un socle en bois d'ébène. La lumière de son éclat symbolise la dignité du peuple malien, tandis que la solidité de son socle rappelle notre enracinement culturel et historique. C'est une œuvre à la fois artistique et symbolique, alliant tradition et modernité, à l'image du Mali, en marche vers la pleine souveraineté culturelle. Ce prix, désormais institué, va récompenser tous les citoyens qui se distingueront par leur action en faveur de la paix et de la réconciliation. Il invite donc à l'endroit de tous pour faire connaître les faiseurs de paix afin qu'ils bénéficient de la reconnaissance de l'État.
Nous arrivons à notre titre phare de cette édition. Les stations sont bien approvisionnées en carburant. Les prix à la pompe sont respectés. Une mission conjointe Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, l'Office malien des produits pétroliers et la Direction générale de la géologie et des mines a fait le constat dans certaines stations. Des dispositions sont prises pour encadrer la vente du liquide précieux. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Benoît Fofana était de la visite. Suivant. Approvisionner le pays en hydrocarbures afin de satisfaire le besoin des Maliens en tout lieu et en toutes circonstances. Telle est la volonté affichée des autorités de la transition. Une volonté traduite ici en acte ce mardi 7 octobre avec l'arrivée à Bamako d'un cortège de 300 camions-citernes sous escorte FAMA. Pour dire à qui veut l'entendre qu'aucun obstacle ne pourra faire barrage au bien-être des Maliens. Pour une gestion rationnelle du carburant, une mission de contrôle était ce matin dans les stations d'essence à travers le district de Bamako. La dite mission est composée des services techniques, notamment la Direction nationale de la géologie et des mines, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence et la Direction générale de l'Office malien des produits pétroliers. Volet sécuritaire, la police et la gendarmerie y veillent. Je vous rappelle que le prix de l'essence, c'est 775 francs le litre. Et le prix du gasoil, c'est 725 francs le litre. Donc nous devrons veiller vraiment à l'application correcte vraiment de ce prix. Les stations qui ne vont pas respecter les prix là, donc ces stations-là vont être sévèrement sanctionnées. Il peut y avoir même des poursuites judiciaires pour le non-respect de ces prix officiels. Nous devrons veiller aussi sur vraiment le contrôle du stock physique pour éviter les cas de rétention de stock. De la rive droite à la rive gauche, sur près d'une dizaine de stations visitées par la mission, celle-ci détenait encore de stocks disponibles. Nous pouvons rassurer la population, il y a suffisamment de stocks. Même les cas nous venons de faire ici. Donc on a vu dans cette station seulement, on a à peu près 29 000 litres d'essence, à peu près 28 000 litres vraiment de gasoil. Donc il y en a suffisamment. On a fait d'autres stations, on a trouvé qu'il y a de l'affluence, mais c'est bien organisé, c'est bien ordonné. Donc vraiment, nous voulons que ça continue. À chaque fois quand il y a besoin quelque part de nous appeler. Afin d'éviter toute spéculation, il est désormais interdit de vendre du carburant aux détenteurs de bidons ou autres. En commune 4, un tricycle transportant des fûts de barriques et des bidons vides de 20 litres a été intercepté. Et le conducteur va devoir s'expliquer auprès des autorités compétentes. Pour la réussite de cette mission de contrôle, le coordinateur sollicite l'implication de tous. Nous avons un message à l'endroit de la population, c'est-à-dire de toujours veiller, parce que nous avons deux numéros verts. Donc c'est le 36 088 et le 36 099. À chaque fois quand ils voient un manquement, c'est-à-dire lorsque le prix n'est pas respecté, ou bien ils passent dans une station, lorsque eux-mêmes ils constatent qu'ils ont le stock et qu'ils refusent de vendre, donc de nous faire appel, parce que le fait de refuser de vendre lorsque vous avez le stock aussi, constitue une infraction. Donc lorsque vous avez le produit, vous devrez vendre. C'est une obligation. Me disent que le prix ne vous convient pas, vous refusez de vendre, vous vous exposez vraiment à des sanctions aussi. Au nom des autorités de la transition, Fousséni Bamba remercie les opérateurs économiques et les FAMA pour leur sacrifice afin de donner aux Maliens le sourire partout où ils se trouvent. Nous saluons tous les opérateurs économiques. Vraiment, nous tenons à remercier nos FAMA pour tous les efforts qu'ils sont en train de déployer aujourd'hui. Nous les tirons le chapeau. Cette mission de contrôle va se poursuivre jusqu'au retour à la situation normale. Et vous venez de le voir sur le terrain. En effet, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence DGCC informe l'opinion que les équipes mixtes DGCC, OMAP, DNGM, Forces de sécurité ont débuté ce jeudi 9 octobre 2025 des opérations de contrôle et de sensibilisation dans le district de Bamako et dans les régions. L'objectif de la mission est de vérifier et faire appliquer les prix officiels du carburant à la pompe, évaluer les stocks physiques, au besoin jauger les cuves pour se rassurer de la présence ou non du produit pour éviter la rétention et la vente discriminatoire, organiser la distribution, vente ordonnée des hydrocarbures sur l'ensemble du territoire, faire cesser la vente du carburant aux tenanciers de bidons. Cette
mission de contrôle et de sensibilisation est menée conformément aux mesures prises à la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes tenue le mardi 7 octobre 2025 sous la présidence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. La direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence des GCC s'est comptée sur la compréhension et l'esprit patriotique de tous. Un mot sur la coopération entre le Mali et ses pays amis. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a offert aujourd'hui un déjeuner à l'ambassadeur de l'État de Qatar au Mali en fin de mission. Après cette année, le diplomate Ahmed Abdourahmane Mohamed Aïd Senaidi fait ses adieux. C'était l'occasion de témoigner de la bonne santé de la coopération entre le Mali et le Qatar, et c'est là dans plusieurs domaines de développement. Le reportage de Youssouf Djakité et de Abdoulaye Diarra. C'est dans une atmosphère empreinte de grandes émotions que l'ambassadeur du Qatar en fin d'émission au Mali a lu son discours. Un discours qui retrace les 7 années de son séjour au Mali. Le discours fait voir la solidité de la coopération entre le Mali et le Qatar. Au terme d'une mission exaltante, l'on quitte une terre qui a su toucher le cœur et un peuple qui est devenu une famille pour moi. Le Mali n'a pas seulement été pour moi un pays de mission. Il a été bien plus qu'une maison où j'ai trouvé un foyer. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a saisi l'opportunité pour remercier le Qatar à travers l'ambassadeur pour toutes les bonnes actions engagées en faveur du développement socio-économique du Mali. Ce séjour parmi nous a fait de vous un témoin privilégié de la situation d'ensemble du Mali. Et je retiens de nos échanges tant au plan bilatéral qu'en votre qualité de doyen du corps diplomatique, nous retenons des qualités humaines, mais également des qualités professionnelles qui ont facilité votre analyse lucide, objective et constructive de la situation de notre pays, le Mali. Je sais également votre engagement sincère à œuvrer pour que chacun comprenne, comme vous, notre aspiration, l'aspiration du Mali, des Maliennes et des Maliens, une aspiration à la paix, à la stabilité, au développement. Ablaye Diop a par ailleurs salué les qualités humaines, sociales et diplomatiques de l'ambassadeur qui a toujours été à l'écoute des autorités maliennes. Actualité des femmes, l'étau se resserre autour des terroristes au quotidien. Les forces armées maliennes, dans une opération menée par professionnalisme, ont infligé de lourdes pertes aux terroristes dans la région de Kidal et mis en déroute certains qui se sont attaqués tôt ce matin au poste de Zantigila. Le commentaire de Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que dans le cadre de la surveillance du territoire du 8 octobre 2025, les vecteurs aériens des FAMA ont repéré et neutralisé un groupement de groupes armés terroristes dans la zone d'Inaraban, région de Kidal. Le même jour, dans les localités de Kolondieba, Zegoua et Eremakono, région de Sikasso, les vecteurs aériens ont mené des frappes sur 3 cibles traitées avec succès. Plusieurs dizaines de terroristes neutralisés et du matériel détruit. Par ailleurs, ce jeudi 9 octobre 2025, les FAMA ont vigoureusement riposté à l'attaque du poste des Antigua à l'aube. Le bilan fait état de plusieurs terroristes neutralisés, des motos et armements récupérés. L'état-major général des armées rassure la population du plein engagement des FAMA à lutter contre le terrorisme sur l'ensemble du territoire. L'aéroport international président Moribo Keïta Sénou change de visage et se met aux couleurs de l'année de la culture. Le ministère en charge de la culture, en collaboration avec le département en charge des transports, a décoré plusieurs espaces de cette vitrine du pays avec des tissus traditionnels représentant diverses ethnies du pays. Seydou Traoré et Aboubakar Traoré étaient de la visite. Suivant.
À l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, la métamorphose est complète. Pour célébrer 2025, déclarée année de la culture au Mali, la richesse et la diversité culturelle malienne s'exposent avec finesse dans chaque espace. De l'arrivée au départ des passagers en passant par le salon d'honneur, l'espace VIP ainsi que les passerelles. Chaque décor illustre la culture malienne. Ces décorations transmettent des messages chaleureux tels que bon voyage, l'amitié, Montréal, l'humanité ou encore Saint-Clément-Sirabo, c'est-à-dire l'hospitalité, c'est de se rendre visite. Lors des visites des différents terminaux, on a vu qu'avec l'appui du ministère de la Culture, les locaux ont été décorés en Made in Mali avec des significations en lien avec les voyageurs. Quand un passager arrive dans un pays, la première infrastructure qui l'accueille, ça c'est généralement l'aéroport via le ciel. C'est le lieu de rappeler tout simplement que c'est la matérialisation de la vision du président du Mali, le général Assimi Goïta, qui a décidé de faire de cette année l'année de la culture au Mali. Donc il nous a demandé de s'approprier notre culture partout où nous pouvons au Mali. Et donc grâce à ce partenariat dynamique entre le ministère des Transports et le ministère de la Culture, nos services, la direction de l'aéroport du Mali et la direction du tourisme du Mali ont travaillé pour nous présenter ces beaux bijoux, et à travers le talent d'un jeune créateur qui s'appelle Mida, qui a fait un excellent travail. Cette initiative de décorer l'aéroport et d'autres lieux emblématiques du Mali reflète la volonté du gouvernement en cette année de la culture de valoriser l'artisanat local et encourager le consommer des produits made in Mali. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel est au Maroc. Yacouba Katile prend part à la réunion du bureau exécutif de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre, l'examen et l'adoption des rapports d'activités et financiers, la validation du plan stratégique 2025-2030. Je vous invite à suivre un extrait de l'interview du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le plan stratégique a été effectivement adopté après quelques retouches, et ce qui permettra certainement aux différents conseils économiques et sociaux de recevoir les techniciens, pour ne pas dire les experts, afin vraiment de pouvoir s'approprier en relation même avec la société civile à certains niveaux. Ça, c'est un élément fondamental, c'est important. L'autre, les rapports d'activité effectivement ont été examinés et adoptés aussi bien que les rapports financiers à ce niveau. Il est à retenir que certains qui étaient en retard de cotisation avant les 31 se trouvent vraiment ne pas être dans les rapports en règle. Mais il est arrêté en la matière que c'est le 31 décembre de chaque année qu'on arrête. Après les 31, même si le règlement est fait, on ne peut pas ressortir vraiment, ça ne peut pas ressortir effectivement dans les rapports. À part ça, la plupart des pays quand même de façon majoritaire ont eu à payer leurs cotisations. Nous restons à l'extérieur du pays et direction Vienne où se trouve le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Moussa Atayer participe à la 12e réunion du groupe de travail sur le trafic illicite de migrants. Dans son discours, il a rappelé les efforts du gouvernement malien dans ce domaine. Je vous invite à suivre un extrait de son intervention. Le Mali s'est également doté d'une politique migratoire adaptée aux défis. Nous disposons d'une politique nationale qui constitue le cadre stratégique de référence. Conscient de l'évolution rapide des dynamiques migratoires, le gouvernement du Mali a engagé un processus de révision de sa politique nationale afin de mieux répondre aux exigences du moment, en y intégrant notamment la lutte contre les trafics illicites des migrants et la traite des personnes, la protection des droits des migrants, les enjeux liés au changement climatique, à la sécurité, aux gens et au développement durable. Monsieur le Président, ces mesures démontrent que le Mali conjugue facilitation de la mobilité légale et maîtrise de ses frontières dans un esprit d'équilibre entre intégration africaine et sécurité nationale.
Nous avons également procédé au renforcement institutionnel et à la coopération, au renforcement de la coopération internationale. Au plan institutionnel, le Mali a mis en place le Centre d'information et de gestion des migrations, CIGEM, et a consolidé ses capacités. Nous avons mis en place également le Comité national de coordination et de lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées, qui a pour mission de coordonner et d'assurer le suivi des actions contre la traite des personnes. Il dispose de 5 comités régionaux dans 4 régions du Mali. Nous sommes également dotés d'un pôle judiciaire spécialisé qui est opérationnel depuis 2015, qui est chargé de la poursuite et de l'instruction du jugement des infractions relatives au trafic illicite des migrants. Monsieur le Président, le Mali demeure convaincu que la lutte contre le trafic illicite des migrants ne peut être efficace que si elle s'accompagne d'une prévention des causes profondes de la migration irrégulière, c'est-à-dire la pauvreté, le chômage des jeunes, l'insécurité, le changement climatique. À travers notre nouvelle politique nationale, la migration, le renforcement continu de notre cadre législatif et institutionnel, le Mali réaffirme sa volonté de bâtir une réponse globale, humaine, durable, contre le trafic illicite des migrants dans le respect de la dignité humaine. La page AES nous conduit au Sénégal avec la visite des premiers ministres du Niger, du Burkina et de leur homologue du Sénégal à Tcharoy. Ils se sont inclinés devant la mémoire des tirailleurs sénégalais assassinés par des soldats français à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour avoir réclamé leur dû. Le premier ministre Ali Maman Lamine Zeine a par la suite rencontré la diaspora nigérienne. Le reportage de Abari Amiti et Ousmane Sani Abdou. Tcharoy, nom emblématique, Tcharoy, site historique, le premier ministre de l'économie et des finances Ali Maman Lamine Zeine arrive au cimetière militaire en compagnie de ses homologues Ousmane Sonko et Rentelba Jean-Emmanuel, respectivement premier ministre du Sénégal et du Burkina Faso et le vice-président de l'Afrique du Sud, Paul Machatilé, pour une cérémonie de recueillement à la mémoire des soldats assassinés par la France en 1944 après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des soldats africains ayant combattu aux côtés de leurs bourreaux pour libérer ce pays. Les 4 personnalités ont déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des tirailleurs sénégalais. À cet effet, le musée des archives des forces armées sénégalaises expose le récit de ces tirailleurs sénégalais originaires de 17 pays africains. Tableau par tableau, leur nom, leur histoire, leur courage, leur bravoure, leur engagement, leur obstination ont été rappelés aux délégations. C'est le cas de l'histoire de ce Nigérien, l'irréductible Marc-Joseph Koulibaly, qui refusa de travailler, justifiant sa présence en territoire français pour combattre les Allemands occupants. L'émotion qui nous anime est à la hauteur de cette journée qui nous rappelle les massacres qui ont été commis. C'est pour dire que nous avons du travail à faire. Au niveau de notre confédération, nous allons nous concerter pour proposer à nos chefs d'État respectifs voir comment est-ce que nous pourrions contribuer, en tout cas à faire le travail qui est en train d'être fait pour faire en sorte que la vérité soit connue. Toujours dans le cadre de son séjour à Dakar, le Premier ministre a reçu la diaspora nigérienne vivant au Sénégal. Une rencontre d'échange qui a porté sur les préoccupations de ces Nigériens, tracasseries routières, la problématique de la mendicité, la question des bourses et frais de scolarité et les pièces d'état civil.
C'est parti depuis ce matin pour la campagne nationale spéciale de vaccination et de marquage contre la peste de petits ruminants 2025-2026. Au cours de cette campagne, plus de 15 millions de petits ruminants seront touchés. C'est une initiative du projet d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS de Mali, avec le soutien financier de la Banque mondiale. L'objectif est d'éradiquer la peste de petits ruminants d'ici à l'horizon 2030. Le reportage de Adama Traoré et Amadou Choukari. C'est à travers cette dose injectée par les ministres en charge de l'élevage que les activités de la campagne spéciale de vaccination et de marquage contre la peste des petits ruminants PPR sont lancées. Une campagne au cours de laquelle les éleveurs seront informés et sensibilisés sur le programme d'éradication de la PPR. La phase D du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2, vise à améliorer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel. Cet objectif se décline en 5 composantes. Il s'agit entre autres les composantes d'amélioration de la santé animale en passant par la gestion durable des paysages et l'amélioration de la gouvernance. Aujourd'hui, avec l'engagement du département du ministère de l'élevage et de la pêche et l'accompagnement des services vétérinaires et le PRAPS, nous nous sommes engagés à lancer une campagne de vaccination gratuite contre la peste de petits ruminants. Et je rappelle que la vaccination contre la peste de petits ruminants est obligatoire pour l'ensemble des éleveurs du Mali. Et l'objectif de cette campagne, c'est de vacciner et marquer 15 millions de petits ruminants. L'élevage occupe une place importante dans l'économie de notre pays et dans la vie de nos communautés concernées par la pratique de cette activité. C'est pour cela que le gouvernement, soucieux de cet état de fait, a initié à cette occasion le lancement des activités de la campagne spéciale de vaccination et de marquage contre la peste des petits ruminants. Face à cette situation, la campagne de vaccination à travers le ministère de l'élevage et de la pêche, on affirme notre engagement ferme et d'éradiquer la peste des petits ruminants d'ici à l'horizon 2030, conformément à la stratégie mondiale de lutte contre cette zoonose, conjointement avec l'OMSA et la FAO. La cérémonie s'est achevée par la remise d'équipements de vaccination aux responsables du PRAPS 2, un geste qui souligne l'accompagnement des autorités de la transition pour la réussite de cette campagne. La Société malienne de santé publique tiendra son 2e congrès international la semaine prochaine. En prélude à cette grande rencontre, des activités sont organisées en faveur de la population. L'une d'elles s'est tenue au niveau du 6e arrondissement du district de Bamako. Sénou a accueilli la journée Kenéa Sougou. Cette journée est organisée par le soutien de Arcade Plus. Le reportage de Awa Adaman Koulibaly et Adaman Traoré. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Cet adage est rarement appliqué dans nos habitudes sanitaires. Par contre, nous savons saisir les occasions quand elles se présentent. Les habitants de Sénou l'ont prouvé au Kenéa Sougou. nere kera mugo nanadi o che ko nani tanjon talaje umayina ka jilta ke suma mayina ka sida take umayina ka bien take umayina a chena ne ala barkafu. Pendant une journée, Kenéa Sougou, une initiative de la Société malienne de santé publique et ses partenaires, offre une panoplie de services gratuitement. Il y aura des consultations pour détecter les maladies chroniques non transmissibles, la malnutrition. Nous allons prendre les mesures anthropométriques pour les enfants et les mères. Il y a le dépistage du VIH, des hépatites chroniques, hépatite B, hépatite C. Ces campagnes-là aussi sont des occasions de se faire dépister. Parce qu'il faut les reconnaître, au village, là, les premiers recours, ce n'est pas la médecine. Ces activités pré-congrès continuent jusqu'au 13 octobre, notamment un don de sang à l'honneur des forces armées maliennes le samedi prochain.
Joli coup de filet des limiers de l'Office central des stupéfiants. Ils ont saisi un important lot de médicaments contrefaits. La valeur marchande est estimée à plus de 400 millions de francs CFA. Les présumés auteurs sont au nombre de 3, tous arrêtés. Le film de cette opération menée par l'antenne de la rive droite du district de Bamako avec Mamadou Fani. Une semaine après sa prise de fonction comme chef d'antenne de la rive droite du district de Bamako de l'Office central des stupéfiants, le capitaine Demba Traoré vient de frapper un grand coup. Le capitaine et ses hommes viennent de mettre la main sur un lot de médicaments contrefaits. Ces médicaments sont au nombre de 370 cartons, soit environ 5 tonnes de produits de contrefaçon. Ce qui a permis de mettre la main sur 3 suspects. Des sources anonymes avons intercepté un véhicule contenant une partie de ces produits. Il y a une connexion entre ces 3 saisies. Parce qu'une première saisie, là, c'est celui qui est en cause qui nous a conduit au deuxième dépôt. Et au deuxième dépôt, il nous a conduit au domicile même de celui à dont appartient le produit. Et d'où nous avons encore opéré une 3e saisie sur place. Donc la connexion, il y a un cerveau, le reste, il y a un chauffeur, il y a un convoyeur. Ces médicaments contrefaits d'une valeur de plus de 400 millions de francs CFA constituent un véritable danger pour la santé publique. Cet acte vraiment est un acte que nous saluons beaucoup, nous, les pharmaciens du Mali. Et ces médicaments que j'ai vus là, ce sont des poisons déguisés en médicaments. Et par cet acte, je vous assure, l'Office central de lutte contre les stupéfiants vient de sauver des milliers de vies. Nous saluons cette population pour leur collaboration déjà qui nous a permis à ces résultats. Mais nous leur demandons d'œuvrer, de continuer à nous assister pour œuvrer d'autres saisies. La vigilance doit être de mise car les terroristes de l'économie malienne sont toujours aux aguets. Journée mondiale de l'alimentation, journée internationale de la femme rurale, une double commémoration prévue la semaine prochaine, 2 journées avec un dénominateur commun, des enjeux de sécurité alimentaire. Actrices de la sécurité alimentaire, les femmes rurales le sont, mais elles sont confrontées à de nombreux défis au rang desquels les changements climatiques. Selon Mme Traoré Fatoumata Koulibaly, conseiller technique au ministère de l'Agriculture, des actions sont entreprises au niveau de l'État et des partenaires pour qu'elles soient reconnues à leur juste valeur et appuyées. Elle répond aux questions de Yaya Konaté. Je vous propose de suivre un extrait de l'invité de la semaine. Il y a des lois qui sont là, qui ont été promulguées. Peut-être que vous allez me dire que est-ce qu'elles sont totalement mises en œuvre, elles sont appliquées, non. Mais c'est des étapes. C'est des étapes déjà. Il y a ce qu'on appelle la loi foncière agricole. Et il y a la loi d'orientation agricole qui est là. Et toutes ces lois-là militent en faveur des femmes. Par exemple, il est prévu d'octroyer 15% des terres dans les espaces qui sont aménagés par l'État et les collectivités, 15% sont octroyés aux femmes. Donc c'est des étapes qui sont là, mais c'est déjà pas mal qu'on ait ces lois-là qui militent en faveur des femmes. Des textes qui sont là, mais qui ne sont pas appliqués à la date d'aujourd'hui. Oui, d'accord. Oui. Au-delà des textes Bon, au-delà des textes, vous allez voir toutes les activités qui sont menées, par exemple, au département de l'agriculture, les projets qui sont là. Et il faut forcément la prise en compte du genre. Vous allez me dire, du genre, c'est pas que des femmes, mais les femmes se retrouvent dans ça. Vraiment, elles sont pas en marge. Elles sont impliquées, elles sont favorisées, mais nous voulons encore davantage que ces femmes-là leur rôle soit vu et voilà. Reconnu. Voilà, l'invité de la semaine à suivre juste après cette édition. Raviveur de la flamme de l'indépendance, Abdoulaye Traoré est décédé dans la nuit du mercredi à jeudi après de loyaux services rendus à la nation. Ce patriote a été décoré l'année dernière par le grand chancelier des ordres nationaux au nom du président de la transition, grand maître des ordres nationaux du Mali.
Ces obsèques ont eu lieu cet après-midi à Kalabankoura. Nous reviendrons sur son parcours dans nos éditions de demain. Voilà, que de la paix pour son âme. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos forces de défense et de sécurité. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants,